vous présenter rapidement ce qu'on va voir et ce qu'on va aborder. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, des interpellations par rapport au point qu'on aborde. Je pense qu'après, il est prévu qu'on échange un peu plus longuement sur le sujet. Dans un premier temps, je vous propose qu'on regarde un peu, qu'on essaie de donner une définition à ce que c'est que le e-commerce. Ensuite, qu'on aborde le e-commerce avec quelques chiffres, qu'on voit les outils qu'on peut mettre en place pour mettre une boutique en ligne pour vendre ses produits sur Internet ou ses services. Ensuite, on verra plus sur comment proposer des produits et services innovants. Et puis, comment faire connaître votre boutique en ligne, parce que c'est bien beau d'être une boutique en ligne, mais il faut aussi la faire connaître. Et puis, après, on abordera l'aspect de la fidélisation du client, pour lui donner envie d'acheter, et puis on terminera par l'analyse un petit peu de ce qu'on pourrait faire d'une boutique en ligne pour permettre de la faire évoluer en fonction de l'audience qu'elle a. Donc, si on devait donner une définition, je me suis basé sur Wikipédia, tout simplement, qui définit comme le commerce électronique comme étant tout simplement un échange de biens ou de services entre deux entités par le biais d'un réseau informatique, voilà, et notamment Internet. On voit différents types d'échanges. Alors après, comme exemple pour chacun, on pourra peut-être essayer d'en trouver ensemble, mais ce qu'on appelle le B2B, donc la vente de professionnel à professionnel, le B2C, la vente de professionnel à particulier. Donc on est du professionnel à particulier, par exemple tout ce qui va être les sites comme la Fnac, l'Amazon, etc., etc. C'est tous des sites justement de B2C. Et puis après on va avoir le site aussi pour la vente de particulier à particulier, comme par exemple Paru Vendu pourrait le faire très bien. Alors, là j'ai juste mis une petite note concernant le commerce électronique, pour bien dire que ça rentre dans le cadre juridique de la vente à distance. Donc on abordera tout à l'heure un volet un petit peu juridique de la chose, sur les choses à savoir en tant que vendeur en ligne sur Internet. Le e-commerce, donc en quelques chiffres, pour bien se rendre compte de ce que ça représente. Donc, je me suis basé sur des chiffres à la fois de GfK, qui est un cabinet d'études, et puis d'autres comme la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est effectivement qu'il y a, notamment au niveau de l'évolution du marché du e-commerce en France, alors j'ai mis en avant le fait les biens techniques et culturels, mais si on regarde depuis 2004, que ce soit culturel ou technique, on a une explosion de la vente en ligne. Alors un peu moins en 2009, ce qui est prévu, puisque j'ai bien marqué qu'on a 12,7 en 2008, donc ça freine un petit peu, parce que forcément à un moment donné la demande est forte, mais plus il y en a, après, moins il y aura de demande. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on peut voir que Internet reprend 10% des ventes de biens techniques. Alors, biens techniques, ça veut dire tout confondu, dans les ventes de biens techniques, on va rentrer tout ce qui est les biens électroménagers, téléviseurs, hi-fi, multimédia, etc. Donc c'est évidemment un secteur à ne pas négliger. Ensuite, là, on a plus... J'essaie d'aborder un peu les différents secteurs de ce qui peut se vendre sur Internet. J'ai mis aussi que le e-commerce de luxe explosait parce qu'on voit que depuis, je crois que ça a doublé entre, ça doit être des chiffres de 2008, entre 2007 et 2008, on est passé de 5 à 10% de ventes de luxe sur Internet. Après, on a joué la périculture, l'électroménager, le high-tech, vêtements, maroquinerie, billets de train, avion, et puis après tout ce qui est culturel, livres, DVD, CD, logiciels. On réaborde l'informatique et l'électronique. Bon, après, je vais les passer, je vous laisserai éventuellement mon support si vous le voulez. Alors là, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, le e-commerce rentre dans ce qu'on appelle la vente à distance.
Et en l'occurrence, aujourd'hui, le e-commerce, ça représente 66% du chiffre d'affaires de la vente à distance. Bon, en tout cas, ça c'est des chiffres qui datent de 2006, enfin 2007 pour l'année 2006. Et on voit bien qu'il y a aussi une constante hausse, donc qui vient, en plus il y a tout ce qui est, tous les gros vendeurs à distance qui vendaient avant sur hors Internet, plutôt sur le catalogue ou ce genre de choses, le font aussi aujourd'hui sur Internet. On va accepter un tableau supplémentaire. Voilà, là c'était juste pour les chiffres en question. Donc 32 millions de produits vendus culturels en ligne en 2006. Ensuite, je vous propose d'aborder plus comment mettre en place une boutique en ligne. Donc, j'ai commencé par un petit volet juridique. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais c'est parce que c'est important de les aborder, puisqu'on n'a pas vraiment le choix dans ce cadre-là, puisque c'est la loi qui nous dicte. Donc, le vendeur, lui, a des obligations d'information. En l'occurrence, il doit bien donner les caractéristiques du bien ou du service qu'il veut vendre. Il doit spécifier son nom, son adresse, son numéro de téléphone, le prix du produit ou du service, les conditions générales de vente, les frais de livraison, les modalités de paiement et de livraison, l'existence d'un droit de rétractation, puisqu'on l'abordera après dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Châtel depuis le 1er juin l'année dernière. La durée de validité de l'offre, par rapport à l'offre, s'il y a une offre spéciale par rapport à un prix par exemple. La mise à disposition de moyens techniques permettant de corriger les erreurs possibles lors de la saisie de données. Donc ça c'est, je ne sais pas si vous avez tous déjà acheté en ligne, mais sur le principe de dire on achète quelque chose, on a la possibilité avant de vraiment valider sa commande, de pouvoir revenir en arrière dans les étapes pour changer son adresse ou même le produit qu'on a acheté, etc. Et puis au plus tard au moment de la livraison du produit ou du service, le vendeur doit pouvoir fournir des informations relatives au service après-vente, aux garanties commerciales et aux conditions de résiliation du contrat, si celle-ci est à durée indéterminée ou supérieure à 1 an. Ensuite, les droits de l'acheteur. Donc, tout comme pour la VAD, donc pour la vente à distance, le client, lui, il a un délai de 7 jours francs à compter de la livraison du produit pour se rétracter et retourner la marchandise. Ce sans avoir à justifier le motif ni à payer une pénalité. Le vendeur doit aussi exécuter son obligation dans un délai maximum de 30 jours. Et puis enfin, si le fournisseur ne peut pas respecter le délai, s'il y a par exemple une rupture de stock, le client doit en être informé. Et s'il le souhaite, il peut être remboursé dans un délai maximum de 30 jours. Après, il y a des petits alinéas, etc. Mais c'est ce qu'il faut essayer d'en retrouver. Donc la fameuse loi Châtel, qui a pas mal bouleversé le e-commerce l'année dernière à partir du 1er juin. Alors la loi de Châtel est d'un peu avant, parce qu'il y a eu des décrets auparavant qui avaient été annoncés, et puis la loi est rentrée en vigueur à partir du 1er juin l'année dernière. Donc le vendeur se doit systématiquement sur une boutique en ligne d'indiquer la date limite de livraison. Donc c'est-à-dire que si on a passé une commande, on a plusieurs produits qui ne sont pas forcément tous disponibles, on doit être en mesure de lui dire que votre produit sera livré au plus tard à telle date. Ensuite, on se doit d'afficher les coordonnées téléphoniques effectives et une assistance téléphonique non surtaxée. Donc c'est-à-dire que très visiblement, en général maintenant on l'affiche partout sur toutes les pages, il faut qu'il y ait un numéro de téléphone sur lequel on puisse appeler pour avoir une assistance. Ensuite, il doit informer le client sur les conditions du droit de rétractation. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on l'a abordé tout à l'heure, mais là il faut vraiment que ça soit bien spécifié. Et enfin, de respecter les nouvelles règles relatives au remboursement en cas d'exercice de droit de rétractation. Alors là, j'ai vu, parce que comme je n'ai pas les textes par cœur en tête, je vais d'abord quelque part par là. Je vais vous lire exactement ce que le texte dit. Le professionnel est tenu de rembourser le consommateur la totalité des sommes versées dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. En gros, ça veut dire que le client se fera non seulement rembourser le produit, mais aussi les frais de livraison initiaux, y compris lorsque celui a choisi un mode de livraison rapide à un prix élevé. Alors ça, c'est pas très bon pour le vendeur en lui-même, parce qu'il va perdre de l'argent. Mais malheureusement, c'est aussi une protection de l'acheteur,
il peut donc se faire rembourser et ses produits et même les frais de livraison de départ. Voilà. Alors, maintenant on va aborder un peu plus le vif du sujet sur quels sont les outils qui existent pour mettre en place une boutique en ligne. Alors, je pense que vous pourrez peut-être compléter les infos de ce que je dis si vous avez des choses à rajouter, mais je voulais aborder un peu trois possibilités de mettre en place une boutique. Vous pouvez faire appel à un professionnel, donc comme nous, ou Web Confiance ou Cyberliance, et donc qui mettront en place une solution, alors soit une solution qu'ils ont eux en interne pour développer de la boutique en ligne, soit en utilisant ce qu'on appelle des systèmes de gestion de contenu, des frameworks, tels que là j'en ai listé quelques-uns, OS-Commerce, Magento, etc., et qui vont donc adapter ces outils à une solution pour vendre vos produits. Après, vous avez la possibilité, alors peut-être que si ça vous intéresse, on peut très bien aborder après, on peut aller faire une petite démo en ligne, voir comment tourne ce genre d'outil par exemple, si ça peut vous intéresser. Après, vous avez la possibilité aussi, il y a des sites qui existent, comme j'ai une petite boutique, mais il y a aussi des outils comme Power Boutique par exemple, ce genre de choses, qui sont des outils en ligne qui permettent avec des coûts mensuels d'inscrire des produits et de se créer sa propre boutique directement en ligne. Et puis enfin, vous avez, j'ai mis un exemple de portail des commerçants, par exemple, comme Achaville. Je ne sais pas si vous connaissez Achaville, mais c'est un bon moyen aussi. On parlera notamment tout à l'heure de faire connaître sa boutique en ligne en passant par le biais de référencement, etc. Ce genre de site étant ultra visité et donc ultra référencé, ça permet d'avoir déjà pas mal de visites assez rapidement sur son site et donc suffisamment rapidement aussi de vente. Donc le principe d'Achaville, je ne sais pas si je vais l'expliquer en quelques mots, mais d'ailleurs si on a internet, je vais pouvoir vous le montrer. Achaville.com. Donc le principe, c'est que des commerçants peuvent s'y inscrire, y mettre en fonction d'un coût qu'ils ont à payer chaque mois, ils vont pouvoir exposer leurs produits, les produits qu'ils vendent peut-être dans leur magasin s'ils ont un magasin avec pignon sur rue ou pas, et vendre leurs produits par le biais de ce site. Donc finalement, c'est un portail de commerçants sur lequel ils peuvent vendre leurs produits. Voilà, et donc là, vous l'avez au niveau français, mais vous avez un site qui s'appelle achaville.com qui est pour le département du Doubs, et vous avez certainement la même chose pour le Jura et pour tous les départements de France. Voilà, un petit peu comment ça se présente. Et donc c'est classifié par activité, par secteur, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre rapidement comment tourne un outil comme Magento, par exemple ou... Oui. Donc, pour faire bref, je vais juste peut-être rappeler ce que c'est qu'un système de gestion de contenu ou ce qu'on appelle un framework. C'est donc un logiciel qui va permettre de créer une solution web. Donc il existe des CMS, donc des systèmes de gestion de contenu spécifiques pour du site web pur, et puis on a d'autres solutions comme OS-Commerce ou Magento, ou d'autres qui permettent de faire du e-commerce plus précisément. Et en l'occurrence, Magento et OS-Commerce sont des solutions qui sont dites open source, donc logiciel libre. Il n'y a pas de licence à payer, comme ça pourrait être le cas. Comme ça pourrait être le cas pour des solutions propriétaires. Voilà, c'est ça. Et donc ces solutions-là, sont des logiciels qui sont, le principe d'un framework, c'est que c'est ultra personnalisable. Donc on va pouvoir vraiment le personnaliser par rapport à votre projet, par rapport à votre charte graphique, par rapport à vos besoins. On abordera justement les différentes options, les différents modules qu'on peut mettre en place pour augmenter ses ventes sur sa boutique. Donc, il doit y avoir quelque part un petit truc de démo. Voilà.
On va peut-être pas non plus changer. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des captures d'écran? Ça c'est une capture, histoire des mots peut-être. On a la même chose. Ouais, je vais rentrer quelque chose, c'est pas grave. On est pour le faire. Alors. Comment? C'est pas fini. Ouais, c'est pas ça. Oui, je veux un truc. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Allez, non. Surtout pas recevoir des newsletters. Alors. Ah, je vais recevoir un email. Donc je me suis inscrit pour pas grand chose. Bon, je vais peut-être vous le montrer. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vous le montrer? Je peux peut-être pas vous le montrer ailleurs. Est-ce que j'ai. Bon, je vais vous le montrer sur je peux vous le montrer sur une boutique d'un client, par exemple, avec qui on a développé ce genre de boutique. Je vais vous en montrer deux, comme ça, vous verrez que ça n'a strictement rien à voir. Donc, par exemple, ce type de boutique. Alors là, on n'est pas dans la boutique, on est sur le site. Voilà. Donc, ce type de boutique est développé avec OS Commerce. Donc on est parti d'une base brute et puis on a tout refait en fonction de leur charte graphique, de leurs besoins, etc. Donc bon, là, en l'occurrence, ils vendent tout ce qui est fait de caisse pour le milieu de la musique et de multimédia. Voilà, avec le listing des produits. Alors eux, par exemple, un truc typique qu'on pourrait avoir ou pas besoin, vu qu'ils travaillent et en B2B, donc avec des professionnels, et en B2C avec des particuliers, ils se doivent d'afficher les prix en hors taxe et en TTC. Donc ça, c'est une demande particulière du client. Ça peut tout à fait être adaptable à ce niveau-là. Voilà, et puis, alors dans un tout autre style, vous avez une boutique d'une personne, d'une société qui vend de la bière, qui on a travaillé récemment. Donc là, par contre, celle-là, elle est développée avec Magento. Et puis, même principe, c'est-à-dire que vous avez un catalogue en ligne, et puis vous avez un listing de produits dans lequel vous allez pouvoir avoir un descriptif, les prix, etc., etc. Et puis l'idée, c'est que vous pouvez peut-être vous montrer. Est-ce que vous avez déjà tout ça acheté en ligne? Je pense que c'est pas la peine que je vous montre le principe de comment ça se déroule par la suite. Voilà. Alors ça, j'y reviendrai après, mais c'est un des outils qui permet aussi d'être transparent, j'allais dire, parce que je pense que pour augmenter ses ventes, il faut aussi passer par de la transparence vis-à-vis de son client, et c'est de proposer par exemple l'estimation des frais de livraison. Donc pouvoir lui dire, avant d'être vraiment à la fin de la validation de la commande, en gros ça va vous coûter tant de livraison, qu'on puisse tout de suite savoir par rapport au département où on est, par rapport à ce qu'on a acheté, par rapport au poids peut-être de ce qu'on a acheté, parce que souvent les boutiques ça va être par rapport au poids, ça va être par rapport au coût. Voilà, c'est bien de pouvoir proposer une estimation de combien ça coûte. Au total, ma commande elle va me coûter combien? Parce que ça peut être un peu... On peut peut-être se dire, là, c'est en gros, mon produit va me coûter 2 fois le prix parce que je vais payer la même chose en frais de livraison. Voilà, on réabordera aussi l'aspect frais de livraison un peu plus tard. Voilà. Et puis donc derrière, vous avez, et c'est ça, c'est dommage que j'aurais bien voulu vous montrer. Alors pour des raisons de confidentialité, je ne voudrais pas trop rentrer dans les consoles d'administration de mes clients, mais j'aurais bien voulu vous montrer sur la version ici. Alors
sur leur site. C'est dommage que jusque-là, ils avaient communiqué l'édition de démo. Ah, bah si, démo, vous avez peut-être qu'un passant par là. Du coup, je me suis peut-être inscrit pour rien tout à l'heure. C'est pas grave. Ah, voilà. Donc, ici, je vais pouvoir montrer. Donc, admin, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si demain vous voulez vendre sur Internet, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi de l'autre côté du décor ce que vous allez pouvoir utiliser comme outil pour à la fois gérer vos ventes, gérer vos clients, gérer vos statistiques, gérer vos produits, vos catégories de produits, etc. Donc voilà un petit peu ce genre d'outil. Donc là, il s'agit de Magento, mais OS Commerce ou un autre saura faire la même chose. Hein. Je ne surtout pas prôner et faire l'apologie d'un en particulier. Donc, bon là on est en anglais, mais après vous les avez aussi en différentes langues. Vous allez pouvoir gérer vos commandes. Donc là, sur la page d'accueil, normalement, vous avez le récapitulatif de vos commandes, combien vous avez déjà vendu de produits, vous pouvez voir des graphiques par mois, etc., des statistiques. Là, vous allez pouvoir gérer vos produits, vous allez pouvoir gérer vos catégories de produits, vous allez pouvoir gérer vos frais de livraison, vos moyens de paiement, donc ça on abordera ça tout à l'heure aussi. Vous allez pouvoir gérer vos clients, vous allez pouvoir gérer des promotions, des newsletters, des informations, et puis et vous allez même pouvoir gérer aussi des pages d'information. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Dans l'idée, sur une boutique en ligne, c'est bien de trouver des produits à vendre, évidemment, mais c'est bien aussi de montrer, vous, en tant que vendeur, que vous connaissez votre domaine. Donc, en l'occurrence, si vous allez vendre des produits en imprimerie, vous allez peut-être, faudrait peut-être parler justement de ce que c'est que l'imprimerie, quel est votre métier, quelles sont vos compétences, quels sont vos conseils que vous pouvez donner en tant qu'expert. Et souvent les clients, c'est ça qui fait un petit peu aussi la plus-value, c'est de se dire lui il connaît son métier, je vais peut-être acheter chez lui parce qu'a priori ce qu'il vend c'est bien et il sait le vendre. Enfin, on abordera peut-être le sujet un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà un petit peu comment ça se goupille de l'autre côté du décor. Voilà. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Continuez. Donc, ça c'était pour la partie des outils existants pour mettre en place une boutique. Alors ensuite, au niveau des contenus et de l'esthétisme, alors justement j'en ai parlé tout de suite. Au niveau du contenu, c'est important d'informer vos clients, ou en tous les cas vos prospects dans un premier temps, et certainement j'espère vos clients, de pouvoir acheter chez vous, et donc de montrer votre expertise en y apportant du contenu informatif, autre que purement commercial, en disant acheter des produits. C'est bien aussi de pouvoir dire, alors je prends l'exemple par exemple je vous montrais tout à l'heure bien boutique, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de produit qui est vraiment la boutique, et puis à côté de ça, ils vont avoir une partie sur brasser sa bière, où là ils expliquent comment on brasse sa bière soi-même, qui ils sont, etc. Voilà. Donc ça c'est du contenu informatif qui permet de se dire oui ça c'est intéressant, on peut faire sa bière soi-même. On voit qu'apparemment on peut le faire en achetant des produits chez eux, et pourquoi pas acheter directement chez eux, ils ont l'air de s'y connaître. En gros c'est ça le principe. Et puis d'autre part, par rapport à la conception graphique, c'est surtout à ne pas négliger, parce que c'est ce qui va vous rendre crédible aussi auprès du client, c'est que quand on a une interface qui est professionnelle, qui est jolie à regarder et qui est agréable à naviguer, c'est quand même tout de suite plus sympa de pouvoir naviguer là-dedans, et ça donne plutôt envie d'acheter. Alors ensuite, je disais tout à l'heure, j'ai mis cyberacheteur, aime voir ce qu'il achète. N'hésitez pas à mettre des descriptifs de ce que vous vendez, d'y ajouter de l'info, plusieurs photos si possible, avec des petites vignettes, des grandes vignettes, etc. Et puis de pouvoir avoir du détail sur les produits que vous vendez. Parce que souvent, il y a des boutiques où on voit, et c'est le cas aussi sur des boutiques que nous on a développées, où nos clients rajoutent des fois des produits. Et on leur dit, oui, mais n'hésitez pas à rajouter du visuel, parce que si on a un produit où on ne met pas forcément de visuel, on n'aura peut-être pas forcément envie d'acheter. Alors ensuite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, mais donner des conseils. L'idée, c'est que vos prospects passent en statut de client, de pouvoir dire, j'ai quelqu'un qui est intéressé par le produit, ce serait bien qu'il achète, et voire même qu'il revienne acheter. Donc ça, on abordera le sujet tout à l'heure. Et puis
la meilleure façon de le faire, c'est ce que je vous mettais ensuite en dessous, pour convertir justement ce prospect en client, c'est de diffuser du conseil directement sur votre site. Conseil, info, etc. Alors, après, comment vous allez pouvoir proposer les produits et les services innovants aussi, et surtout augmenter vos ventes, c'est en favorisant ce qu'on appelle l'achat par impulsion. Alors, j'ai mis l'exemple de prendrez-vous des frites avec votre hamburger, parce que les fast-food là-dessus, ils ont tout compris. En gros, vous avez faim de manger un hamburger, eux, ils vont vous faire un package avec, en disant, mais un hamburger, c'est sympa de manger des frites. C'est exactement ça. C'est de pouvoir dire, suggérer des produits relatifs à celui présenté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur Amazon. Amazon, c'est les champions du monde pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont toujours sur leur page, si vous êtes connecté avec votre compte, pouvoir vous suggérer. Alors, soit avec votre compte, ils vont vous afficher des choses qui sont liées aux produits que vous avez déjà achetés, ou alors, si vous êtes même nouveau visiteur, en fonction de ce que vous allez visiter, il y a un livre qui vous intéresse, vous allez voir tel bouquin, et bien en parallèle, ils vont vous sortir les autres bouquins du même gars ou d'un gars qui a écrit des bouquins dans le même style, ou même des bouquins qui ont été achetés aussi par des internautes qui avaient déjà acheté des bouquins que vous êtes en train de regarder. Vous voyez, c'est ultra complexe, mais en même temps très très malin. Et donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir personnaliser aussi en fonction de ce que l'internaute regarde, les choses que vous affichez à l'écran. Et puis, j'ai limité votre offre dans le temps. Alors ça, je vais citer un autre champion du monde dans ce domaine-là, c'est Cdiscount. Je ne sais pas si vous connaissez ce boutique-là, mais où si vous y êtes inscrit, en général, vous recevez minimum 4, 5, 6 mails par jour qui vous balancent des promotions flash discount en vous disant il vous reste plus de 2 heures, happy hour dans telle boutique, etc. Et l'idée c'est ça, c'est aussi de pouvoir limiter l'offre dans le temps pour inciter la personne à dire il y a un écran qui est super pas cher, je vais aller l'acheter parce qu'il me reste 2 heures. Quoi. En gros c'est ça aussi. C'est ultra capitaliste mais c'est vendeur. Ensuite, l'autre manière de pouvoir augmenter ses ventes assez rapidement, c'est proposer une ligne. Parce que bien souvent un internaute, ce qu'il fait, il va comparer sur plein de boutiques, parce que bien entendu, à moins d'avoir le produit que personne d'autre vend sur Internet, c'est quand même assez rare, en général on a quand même la concurrence. Aujourd'hui la concurrence est quand même très rude dans le monde du commerce, donc c'est quand même bien de pouvoir proposer de l'inédit, alors tant au niveau du produit qu'on va vendre, mais peut-être aussi au niveau des prix qu'on va faire. Donc, alors comment ça peut être quoi? Ça peut être soit des produits associés, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que vous qui allez vendre tel produit lié à tel produit à ce tarif-là. Voilà, c'est voir après comment, après chacun son domaine aussi, et chacun peut vendre et peut trouver l'inédit dans son produit, mais c'est important de pouvoir rentrer aussi dans ce cadre-là. Limiter ou offrir les frais de livraison. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'idée d'un produit. Si le produit nous coûte 2 fois le prix parce qu'il faut qu'on paye le même prix que le produit au niveau des frais de livraison, ça peut freiner l'acheteur. Donc des fois, quitte même, pourquoi pas, à augmenter légèrement sa marge sur son produit, ça peut être pas mal de baisser les frais de livraison, voire même à offrir les frais de livraison dans le cadre d'une grosse commande, par exemple, où on a une marge qui est quand même assez importante. On peut des fois se permettre de dire, pour ce genre de commande, j'offre pas les frais de livraison, ou faire les frais de livraison dégressifs en fonction du montant de la commande. Enfin, voilà, proposer peut-être ce genre de choses. Alors, évidemment, c'est toujours délicat, j'en parle souvent avec mes clients, de dire, oui, mais il faut qu'on rentre dans nos frais. Évidemment, il faut rentrer dans ses frais, et je ne dis pas qu'il faut absolument dire on offre les frais de livraison pour tout le monde, mais ça peut être aussi un bon moyen, c'est pour ça qu'on est en train de voir les différentes possibilités d'augmenter ses ventes, mais ça peut être un bon moyen d'augmenter ses ventes que de dire, proposer des offres en disant voilà, les frais de livraison ils sont offerts ou ils sont moins chers que chez les concurrents ou que les pays. Ensuite, le service après-vente. J'ai mis une petite phrase qui est classique mais qui est totalement vraie, c'est que c'est bien plus difficile de trouver des nouveaux clients que de garder ceux qui existent. Donc, en parallèle de ça, il faut non seulement en trouver des nouveaux, je veux dire, mais en plus, il faut garder ceux qui existent déjà. En passant par le biais de notre service après-vente. Donc, si quelqu'un vous appelle, on parlait tout à l'heure des obligations. Aujourd'hui, vous avez une obligation, c'est d'avoir un numéro de téléphone non surtaxé sur lequel les gens peuvent vous appeler pour avoir des infos
sur des produits qu'ils ont achetés chez nous, par exemple, ou même pour avoir des infos sur une commande qui sont en train de passer. Alors après, j'ai mis SAV téléphonique gratuit, c'est pas obligatoirement gratuit. En tous les cas, c'est pas surtaxé. S'il est gratuit, c'est encore mieux, parce que les gens vont se dire, bah, c'est bien, je vais pouvoir les appeler pour avoir des infos, sans forcément que ça me coûte quelque chose. Et puis, il faut essayer en général de répondre rapidement à la demande. Si vous avez un SAV, il y a certains sites qui proposent uniquement un SAV par mail, des fois on reçoit une réponse 48 heures ou 72 heures après. Ça peut pousser la personne à dire, bah, moi je vais voir ailleurs, puisque de toute façon, le SAV n'est pas forcément satisfaisant. Alors je parlais tout à l'heure d'être honnête sur les prix, en abordant le sujet de la simulation du total de commande. Ça peut paraître bénin, mais c'est très très important, parce que la personne, au moins, elle voit qu'elle est face à quelque chose qui est transparent, et puis on a la possibilité de voir tout de suite combien nous coûte totalement notre commande. On passe sur un autre volet. Alors avant qu'on parle justement de comment faire connaître sa boutique, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Non? Vous voulez parler tout le n'hésitez pas éventuellement, si jamais. Alors, comment faire connaître sa boutique? Parce que c'est bien beau d'avoir une boutique, une belle boutique avec plein de produits, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir la référencer et notamment la faire connaître. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'est le référencement naturel. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques que seuls mes confrères ici présents vont comprendre, mais en gros, le référencement naturel, c'est faire en sorte que votre site sorte rapidement avec certains mots-clés sur les moteurs de recherche. Donc pour ça, nous, professionnels, on va mettre en place plusieurs outils techniques. Donc en l'occurrence, le premier, qui peut aussi, qui vous concerne directement, parce que ça va concerner le contenu que vous allez mettre dans vos pages, c'est comment vous allez optimiser les titres et les contenus de vos pages. Parce que, mine de rien, le fait de bien les hiérarchiser, ça va jouer un rôle primordial dans la manière dont ils vont être référencés dans les moteurs de recherche. Ensuite, nous, prestataires, on va les inscrire, enfin vous, si vous développez votre boutique vous-même, vous allez pouvoir les inscrire dans les principaux moteurs de recherche. Et puis, par ce biais-là, après, on a aussi d'autres outils sur le site qu'on va pouvoir mettre en place, c'est ce qu'on appelle les URL sémantiques. Alors, une URL, si je reprends ici un exemple, c'est ça. Donc l'URL, c'est ça, c'est l'adresse de votre site. Alors plutôt que d'avoir des adresses barbares du style index.php/id égale machin, pour bien dire au moteur de recherche la page www.bienboutique.fr/brasser sa bière, cette URL-là, elle part bien de brasser sa bière. Donc ça permet de cibler d'autant mieux le contenu de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire au site, cette adresse-là, ça renvoie en fait tout simplement à une autre adresse derrière qui est cachée qui s'appelle index.machin et id égale. Ensuite, on a les balises méta. Alors, ce qu'on appelait avant, je ne sais pas si vous avez déjà abordé du côté moteur de recherche, si vous avez déjà entendu parler, mais on parlait souvent des mots-clés. Donc derrière, on a des balises méta avec des mots-clés, une description de la page. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça pour le référencement, parce qu'il y a bien d'autres facteurs qu'on a déjà abordés avant, qui rentrent aussi en compte dans ce qu'on appelle le référencement naturel. Et enfin, on peut mettre aussi ce qu'on appelle un sitemap XML. Donc le sitemap, c'est quoi? C'est un plan du site. Je vais vous en montrer un exemple très simple. Est-ce qu'il s'appelle comme ça? Je ne sais plus. J'espère que c'est comme ça, sinon je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Donc c'est ce type de support où en fait c'est un listing qui est généré dynamiquement par la boutique qui donne toutes les pages du site. Donc toutes les pages du site, toutes les pages du produit, etc. Ce qui permet au moteur de recherche, lui, d'avoir directement un listing de toutes les pages qui existent et les mettre à jour surtout automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas moi tous les jours qui vais sur l'ordinateur dire si cette page-là n'existe plus. C'est généré dynamiquement et donc les moteurs de recherche, eux, peuvent tranquillement supprimer les pages qui n'existent plus, en remettre d'autres, etc. C'est le cas, par exemple, pour des produits que vous allez vendre pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, vous savez que ce produit-là n'existe plus, il va le remettre à jour automatiquement. Bonjour. Alors après, vous allez avoir le référencement payant. Alors je vais aborder deux principes, après j'en aurai certainement d'autres. Il y a ce qu'on appelle le Yahoo Source Marketing et puis les Google AdWords. Alors c'est deux outils différents proposés par deux
les deux leaders du moteur de recherche sur Internet. Donc le Yahoo Search Marketing, le principe il est basé sur l'achat de mots-clés purs, c'est de l'enchère. Donc l'idée c'est je veux me faire référencer sur le mot-clé voiture, par exemple de voiture, et ben on va pouvoir augmenter au nombre de clics les enchères. On va dire moi je suis prêt à payer 10 centimes du clic sur tel mot-clé, et donc on me garantit derrière de sortir dans les 3 premiers de la première page de Yahoo. Voilà. C'est tout bêtement de l'enchère. Donc en gros c'est au meilleur offrant, et puis tous les X jours le compteur est remis à 0, parce que forcément au moment l'enchère elle va monter très haut. Je prends l'exemple de voiture parce qu'en général c'est le mot-clé sur lequel les enchères montent le plus haut. Alors en général c'est toujours les mêmes qui se battent, ça doit être Ford et puis je sais plus qui se battent pour avoir le premier, mais ça tourne des fois autour de 4 ou 5 euros de pic quand ça arrive au-dessus des enchères. Je vous laisse faire les calculs quand ces sites-là ils sont à des centaines de milliers de visites par semaine ou par mois ou voire plus. Voilà le principe de Yahoo Search Marketing. Et puis vous avez les Google AdWords. Alors les Google AdWords c'est quoi? C'est ce que vous voyez s'afficher sur alors, tout à l'heure je suis allé sur Magento ici. Merci. Voilà. Comme ça. Voilà. Ouais, je vais taper voiture. Voilà. Ou assurance. Voilà. Donc, je disais que c'était fort, mais apparemment c'était pas fort. Mais bon, donc les Google AdWords, c'est ce qu'on voit ici à droite, c'est les liens commerciaux. Donc ces gens-là, en fait, ils ont mis en place une campagne publicitaire auprès de Google pour pouvoir sortir sur certains mots-clés. Donc là, en l'occurrence, voiture. Bon, il y a quand même du monde, hein, il y a quand même Peugeot, Citroën, Mercedes, Renault, ils sont tous là. Et donc, le principe, là, il est tout autre. On ne va pas payer une enchère sur un mot-clé pour être sûr de sortir en premier. On va se définir un budget. Vous vous dites, moi, ce mois-ci, je suis prêt à mettre 100 euros dans de la publicité via Google AdWords. Et donc, j'imagine, je vais essayer de faire un calcul assez simple. On va dire que je mets 100 euros et donc je suis prêt à dire que je paierai 10 centimes du clic. À partir du moment où quelqu'un va cliquer sur le lien, je paierai 10 centimes d'euros. Donc si j'ai un budget de 100 euros, je pourrais avoir 1000 clics. Donc, si au bout de 2 jours que je suis sorti à droite comme ça et que j'ai eu 1000 clics, j'aurais payé mes 100 euros par mois, après je n'apparaîtrai plus. L'avantage de ce genre d'outil, c'est que vous définissez un budget, vous n'avez pas la surprise de recevoir une facture de je ne sais pas combien à la fin du mois. Mais l'option existe, hein. Comment? Oui. Chez Google, on peut dire. L'option existe, mais en général, vaut mieux le faire comme ça. Voilà, pour pouvoir se dire, j'ai dit, parce qu'après, vous pouvez faire de limiter. Bon, après, là, il y a même l'enchère automatique, hein, où on est forcément un cran au-dessus de la dernière enchère la plus haute qu'on a faite. Oui, ça va tout à fait. Alors d'ailleurs, par contre, il y a une autre chose qui est importante à aborder, contrairement justement à Yahoo Search Marketing, c'est que les AdWords, on peut, suivant le travail qu'on a fait sur les mots-clés, sortir plus vite et avant certains autres qui auront peut-être payé un peu plus cher du clic. C'est pas parce qu'on a payé 15 centimes du clic qu'on ne sortira pas avant un mec qui a mis 20 centimes. Parce qu'il y a quand même un réel travail derrière sur la gestion de mots-clés, parce qu'après vous pouvez aussi gérer, là c'est voiture, mais vous pouvez très bien mettre voiture double par exemple, ou voiture Jura, parce que vous êtes intéressé que par vendre de la voiture sur le Jura. Et bien à ce moment-là, vous pouvez peut-être sortir mieux que certains autres qui auront peut-être mis plus d'enchères sur un mot-clé en particulier. Voilà. Et bon, l'avantage surtout, c'est que vous ne payez que au clic, et non pas juste pour sortir comme ça, vous payez tant par mois, comme c'est le cas pour certains autres. Il existe aussi des sociétés, des professionnels spécialisés dans le référencement, que vous proposez des systèmes un peu à la Yahoo Search Marketing, en vous disant, voilà, alors je vais vous donner un peu des idées de tarifs, mais je crois que ça doit être autour de 1 000 euros par semestre pour 3 ou 4 listes de mots-clés pour sortir dans les 3-4 premiers de Google. Voilà. Mais donc c'est très coûteux. Après,
Il faut avoir un sacré budget pour le faire. L'avantage des AdWords, c'est que vous pouvez le faire. Nous, on a des clients pour qui on le fait, ou qui l'ont fait par eux-mêmes. C'est quand même un très bon outil qui permet d'augmenter ses ventes de manière assez conséquente et assez rapidement. Et puis, l'idéal, c'est que s'il n'y a pas d'engagement, donc si vous dites, moi j'ai envie d'essayer, je mets 100 €, je mets 100 €, au pire j'ai perdu 100 €, mais n'empêche que ça m'a permis de tester pour voir si c'est un bon outil pour moi, notamment, ça dépend aussi du marché sur lequel vous vous situez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils-là? Ok. Alors après, vous avez les annuaires, parce que je ne l'ai pas spécifié encore, mais l'idée c'est que pour augmenter ses ventes, la base de tout, ça reste quand même, il faut augmenter ses visites. C'est-à-dire que plus vous aurez de trafic sur vos... C'est mathématique, plus vous aurez de trafic sur vos boutiques, plus vous réussirez à toucher le monde et donc certainement à vendre vos produits. Donc j'aborde le sujet de l'annuaire, mais tous les supports qu'on aborde depuis tout à l'heure, c'est des supports qui peuvent être complémentaires. Ils ne sont pas forcément tous nécessaires. Après, ça dépend des activités, ça dépend de plein de choses, et de votre budget aussi. Mais c'est un peu le panel des différents outils qui sont possibles d'être utilisés. Donc, les annuaires, c'est quoi? Vous avez des annuaires généralistes, alors tels que WebRank Info, par exemple, ou d'autres qui vont permettre, par le biais de catégories, comme dans un annuaire papier, de répertorier une multitude de sites. Et puis, l'avantage des annuaires, c'est qu'ils sont en général très bien référencés, en tous les cas les meilleurs, c'est pour ça que c'est des meilleurs, parce qu'il y en a une multitude, il faut savoir faire le tri. Et donc, vont aussi vous permettre d'être un peu plus visible sur Internet. On va l'aborder juste après, mais d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir faire le parallèle avec. C'est sur ce qu'on appelle les échanges de liens. Il ne faut pas hésiter aussi, si vous avez des partenaires, par exemple, de leur dire, on échange nos liens, vous mettez un lien de mon site sur le vôtre, et moi je fais la même chose, ce qui permet de sauter d'un site à un autre, et puis d'être visible un peu plus sur la toile. Donc, le principe d'Internet, c'est ça, c'est quand même le principe des liens, et puis là qu'on va à droite, à gauche, et puis on arrive à naviguer comme ça. Alors après, vous avez ce qu'on appelle le marketing viral. Alors vous avez bouche à oreille, tout classique, mais vous avez aussi le marketing viral sur Internet, ce qu'on appelle les buzz du marketing. C'est de pouvoir, alors l'idée je l'ai mis, c'est de pouvoir à la fois interpeller et puis surprendre. Et de dire comment on va réussir à interpeller notre prospect, notre client, pour que ça fasse un effet de boule de neige et que ça nous renvoie. Alors c'est souvent le cas. Le marketing viral, ça marche beaucoup aujourd'hui avec la vidéo, par exemple, surtout ce qui s'appelle YouTube, Dailymotion, etc. Où c'est typiquement le genre de plateforme qui est utilisée pour ce qu'on appelle le marketing viral, où on va lancer. Alors, je vais vous donner un exemple très précis de marketing viral qu'on a vu il y a peut-être pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est la vidéo moi je l'ai reçue, où on voit des jeunes autour d'une table qui posent des téléphones portables autour de grains de maïs, et puis quand ils les font tous seuls en même temps, et là, boum, ça fait des pop-corn. Et tout le monde se les passait en disant c'est incroyable, les ondes, ce qu'ils font, etc. Et au final, il s'avérait que cette vidéo-là, c'était une marque de téléphone, je ne sais plus laquelle c'est, qui avait lancé ce truc-là et qui a fait un énorme buzz parce qu'ils ont eu des millions de visites de connexion en très peu de temps. Voilà, donc ça c'est typiquement du marketing viral. Et puis avec aucun moyen finalement, parce qu'ils ont fait un petit film dans un salon avec quelques jeux, quelques ordi portables et quelques pop-corn. Et puis ils se sont fait une pub énorme. Voilà. C'était une marque de téléphone portable qui avait lancé ça. Je crois. C'est bizarre. Ah oui, mais l'idée c'est de pouvoir faire parler, c'est justement pouvoir faire parler d'eux, quoi. Après, c'est vrai que c'est plutôt contradictoire en principe, mais c'était pas du tout une marque de truc anti-portable, au contraire, c'était vraiment une marque de téléphone portable. Je sais plus laquelle c'est, mais il me semble que c'est. Voilà, après on a abordé déjà les AdWords, mais l'idée c'est pourquoi pas aussi passer par le biais de publicité sur Internet. Donc il existe aussi des bannières de pub, donc il y a des sites qui vont vous proposer d'avoir une petite bannière. Je ne sais pas sur quel site vous voyez tout ce que c'est, vous avez des bannières sur les sites de publicité. Alors suivant les sites, suivant leur fréquentation, vous allez payer une certaine somme tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, pour être présent sur leur site, ce qui permet tout simplement d'aller cliquer. Alors, vous avez soit des sommes
des forfaits mensuels, etc. Ou vous avez même aussi, un peu de la même manière que les AdWords ou les Yourself Marketing, qui a un coût au clic. Vous voulez dire, à chaque fois que vous cliquez, vous versez une somme au site qui a vos bannières sur. Ensuite, il y a aussi les réseaux sociaux. Donc après, en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous allez plutôt vous orienter sur des réseaux sociaux plutôt